Là, c'est bon, ok, parfait. Ben, juste attends, c'est le plan de ce dont on va parler. Donc, vous voyez à l'écran. Si vous venez de, c'est ça, vous commencez à suivre ce webinaire. Donc, on va commencer avec l'approche centrée sur le contrôle du poids. Parce qu'avant de vous dire, vous en dire plus sur ce qu'on attend par une approche qui est anti-grossophobie et pro-santé, il faut bien sûr parler de ce qu'on essaie de mettre de côté. Donc, si vous êtes comme nous, pendant votre formation, vous avez appris qu'une approche qui est vraiment centrée sur le poids ou la perte de poids est au centre de nos interventions, c'est la chose à faire comme nutritionniste, comme diététicienne chez vous. Par contre, aussi aujourd'hui que cette approche, elle est basée sur certaines fausses prémices et donc on voulait vous les présenter. C'est pas pourquoi qu'on fait. OK. Alors, la première, c'est que le poids élevé cause nécessairement des problèmes de santé. La deuxième, c'est que la perte de poids volontaire est la solution pour régler les problèmes de santé des personnes grosses. Et ici, je fais un petit aparté pour vous dire pourquoi on emploie le terme personne grosse. Donc, on souhaite normaliser l'utilisation de ce terme de façon neutre, comme une façon de décrire le corps d'une personne qui ne médicalise pas ce corps. Donc, au lieu d'utiliser un mot comme obésité, par exemple, ou surpoids, on choisit d'utiliser personne grosse et ce sont des militantes, autant aux États-Unis, en France qu'au Québec et qu'ailleurs, qui nous demandent d'utiliser ce terme pour normaliser son utilisation de façon neutre et que ce ne soit plus péjoratif finalement de dire grosse, au même titre qu'on pourrait dire que quelqu'un a une grosse maison et que ce ne serait pas quelque chose de péjoratif. Donc, voilà pourquoi on va utiliser personne grosse au long de ce webinaire. Donc, la troisième fausse prémisse, c'est que les individus peuvent contrôler leur poids à long terme. Donc, le poids est réellement un facteur de risque modifiable. Donc, est-ce qu'un poids élevé cause nécessairement des problèmes de santé? Donc, non, on considère que non. Cependant, ce qui est vrai, ce qui est indéniable, c'est qu'il existe une corrélation entre un IMC plus élevé, un indice de masse corporelle plus élevé et certains problèmes de santé. Donc, jusqu'à récemment, les études qui s'intéressaient à cette question étaient toutes des études d'observation, donc des études qui établissaient un lien de corrélation entre poids élevé et les problèmes de santé. Mais comme vous savez, corrélation ne veut pas dire causalité. On ne peut pas conclure d'un lien de cause à effet avec des études d'observation. Donc, oui, le risque est accru quand on a un poids élevé, mais est-ce que c'est vraiment la cause? Donc, pour comprendre un petit peu plus ce dont je parle, on voulait justement aller un peu plus loin. Donc, dans les études d'observation, on va souvent tenir compte des variables confondantes. Même si on ne peut pas conclure d'une relation de cause à effet, on essaie quand même évidemment d'avoir de l'information qui pourrait indiquer un lien de cause à effet et on cherche des évidences pour aller plus loin dans la recherche, pour essayer de conclure qu'il y a effectivement un lien de cause à effet. Donc, pour essayer de se rendre là, on va essayer de contrôler dans notre association pour des variables confondantes, donc des variables qui pourraient expliquer autrement, dans notre cas, que le poids, pourquoi est-ce que les personnes qui ont un poids élevé ont des problèmes de santé. Donc, pour contrôler pour ces variables confondantes, il y a des moyens statistiques de le faire. Donc, dans les études où on fait l'association poids élevé et problèmes de santé, on va souvent contrôler pour des variables sociodémographiques, parfois pour le statut de fumeur, mais en même temps, on ne va pas non plus contrôler pour certaines variables qui seraient importantes de contrôler. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les études d'observation, on ne peut pas non plus surcontrôler, parce que quand on contrôle pour trop de variables, ça peut aussi venir nuire à nos analyses. Donc, c'est vraiment un équilibre que les chercheurs doivent trouver. Et donc, de quelles variables seraient importantes en fait de contrôler quand on fait des associations pareilles? En voici dans le cas qui nous occupe, là, poids et santé. Il faudrait en fait que les chercheurs commencent à donner beaucoup plus d'importance à la discrimination à l'égard du poids.
Parce que quand une personne a un poids élevé, et plus son poids est élevé, plus elle fait face à de la discrimination à l'égard du poids. Et on sait que la discrimination qu'on subit va avoir un impact sur notre santé physique et notre santé psychologique. Donc, ça, c'est une des variables confondantes importantes dont il faudrait tenir compte. Il y a d'autres variables comme par exemple les habitudes de vie, donc le niveau d'activité physique, l'alimentation. Il y a aussi l'historique des fluctuations de poids qui est associé à des problèmes de... En fait, plus il y a de fluctuations de poids, plus c'est associé à des problèmes de santé également. Il y a d'autres déterminants sociaux de la santé aussi qui sont importants et dont on ne va pas toujours tenir compte. Donc ça introduit justement des incertitudes quand on essaie de faire les liens entre poids élevé et problèmes de santé ou taux de mortalité. Donc, une étude intéressante justement par rapport à ça, c'est le Healthy Lifestyle Habits and Mortality in Overweight and Obese Individuals. Donc, c'est une grande étude qui s'est basée sur le NHANES, qui est un grand sondage de presque 12 000 personnes dans ce cas-là, donc, avec ce sondage, ils ont posé des questions sur les habitudes de santé de la population, donc leur statut fumeur, les portions de fruits et de légumes qu'ils mangeaient par jour, l'activité physique et également leur consommation d'alcool. Puis, ils ont comparé le taux de mortalité de ces personnes, mais selon leurs habitudes de vie et également l'IMC. Donc, si vous regardez tout à gauche, vous voyez peut-être ma souris. Donc, ici, vous voyez la colonne 4. Donc, ici, ces trois colonnes-là, indiquent le taux de mortalité selon la catégorie d'IMC. Donc, vous avez les gens qui ont un IMC soi-disant normal, surpoids et obésité. Puis, vous voyez que leur taux de mortalité, finalement, est le même, peu importe l'IMC ici. Et ça, ce sont chez les gens qui ont les 4 habitudes de vie favorables. Donc, ça veut dire que quand on contrôle, si on veut, ou quand on prend en compte les habitudes de vie favorables chez cette population et que les personnes adoptent ces 4 habitudes de vie, il n'y a pas de différence au niveau de leur mortalité. Par contre, si on regarde chez les gens qui ont adopté, mettons, 3 sur 4, 2 sur 4, 1 sur 4 ou encore aucune de ces habitudes de vie, là, on voit une différence au niveau du taux de mortalité selon l'IMC. Donc, on voit que les habitudes de vie sont importantes à considérer. Une autre, le temps file. Une autre étude rapidement qui est intéressante sont ici des chercheurs qui se sont demandé si on peut se fier uniquement à l'IMC pour déterminer la santé cardio-métabolique d'une personne. Donc, ils ont été encore une fois regardés chez les gens qui ont complété le NHANES et ils ont contrôlé pour l'âge, le sexe et les origines et ils ont mesuré le pourcentage de ces personnes-là qui étaient en bonne santé cardio-métabolique. Donc, chez les personnes de poids dit normal, c'était 70%, ceux en surpoids, 50%, ceux dans la catégorie obésité classe 1, 30%, et ceux en obésité classe 2, 3, c'était 16%. Et comme vous voyez ici, on n'a pas contrôlé pour énormément de variables confondantes, mais on voit qu'on ne peut pas tirer de conclusion immédiate sur la santé cardio-métabolique d'une personne simplement en se basant sur un IMC. Donc maintenant, les 2 autres prémices qui sont que la perte de poids volontaire est la solution pour régler les problèmes de santé des personnes grosses et l'autre qu'elle peut être maintenue à long terme, cette perte de poids volontaire. Donc, ce qu'on sait, c'est que des études qui sont intéressées justement à des interventions en perte de poids volontaire nous ont montré que celle-ci a des conséquences négatives sur la santé physique et mentale à long terme des participants, qu'elle n'améliore pas la santé à long terme, et en fait parce qu'elle n'est pas durable. Donc, elle prédit même un gain de poids à long terme. Donc, plus une personne a fait de tentatives de perte de poids dans sa vie, plus son risque finalement de voir son poids augmenter dans le temps augmente. De plus, les études qui font justement des interventions en perte de poids, elles ont des failles méthodologiques qui sont importantes. On ne peut pas aller évidemment en détail aujourd'hui, mais dans notre formation, on a vraiment des questions qu'on suggère de se poser quand on lit une étude en perte de poids. Puis une des grandes failles, c'est que souvent les personnes qui ont lâché l'étude en cours de route
donc souvent qui ne sont pas des succès là, dans cette étude-là, ne sont pas considérés dans les analyses. Donc, on peut supposer que le taux de succès est peut-être même plus bas que ce qu'on nous présente comme information. Donc, certaines conséquences sur la santé. Donc, comme on disait, souvent, les personnes qui vont faire des tentatives de perte de poids vont en faire plusieurs dans leur vie. Donc, ça va donner lieu à des fluctuations de poids, donc à ce qu'on appelle un yo-yo, l'effet yo-yo. Et l'effet yo-yo va donner lieu à une perte de masse corporelle maigre, peut baisser la dépense énergétique au repos, baisser aussi le taux de HDL, donc de bon cholestérol, aussi donner lieu à une élévation de la pression artérielle et des triglycérides. Et puis, finalement, un historique de yo-yo de poids augmente le risque de morbidité et de mortalité, plus qu'un poids élevé, mais qui reste stable. Ensuite, d'autres conséquences. Donc, on sait qu'une intervention axée sur le poids peut augmenter le risque d'épisodes d'hyperphagie, de stress, le risque de troubles alimentaires, d'anxiété face au corps, au poids, de préoccupation face à la nourriture, augmente des risques d'ostéoporose, de dépression et peut également potentiellement diminuer l'estime de soi. Donc, dans l'approche axée sur la perte de poids, le contrôle du poids, souvent le discours est assez simpliste. Donc, on nous dit que c'est très simple, il faut manger moins, bouger plus, et qu'à ce moment-là, on va pouvoir perdre du poids. Sauf que, évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en compte quand on parle de régulation du poids. Donc, oui, il y a l'alimentation, l'activité physique, mais il y a aussi toutes sortes d'autres choses dont on parle peu. La génétique joue un rôle extrêmement important dans la régulation du poids. On l'apprend il y a quelques semaines, il y a une étude là-dessus qui est sortie en randomisation mendélienne. Je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Mais on connaît un chercheur qui travaille là-dedans, qui a vraiment démontré à quel point la génétique joue un rôle important dans la régulation du poids. Il y a bien sûr d'autres facteurs comme le stress, le sommeil, mais évidemment les fluctuations hormonales reliées à la grossesse, postpartum, la ménopause, la médication, hyper important comme on le sait, sur la régulation du poids et d'autres choses. Donc, maintenant, un autre problème qu'on voit avec ces fausses prémices reliées à l'approche centrée sur le poids, c'est qu'elles peuvent alimenter des stéréotypes grossophobes. Donc, si on croit que le fait d'avoir un poids élevé cause des problèmes de santé et qu'on est en mesure de contrôler son poids si on le veut, bien, on peut naturellement conclure que les personnes qui sont grosses, les personnes qui ont un poids élevé, le sont par manque de volonté ou par choix ou parce qu'elles sont paresseuses, parce qu'elles mangent mal, entre guillemets, parce qu'elles sont sédentaires. Donc, tous ces stéréotypes, tous ces stéréotypes-là, si vous voulez, sont en cohérence totale avec les prémices dont on a parlé et donc peuvent, bien sûr, alimenter les préjugés à l'égard des personnes grosses et renforcer la grossophobie que ces personnes subissent. Donc, la grossophobie, c'est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses. La grossophobie existe à tous les niveaux de notre société, pas seulement quand on parle de perte de poids, contrôle de poids, mais les stéréotypes sur les personnes grosses sont omniprésents. On les voit, ça peut avoir un lien avec leur relation amoureuse, ça peut avoir un lien avec leur caractère même, leurs caractéristiques, leur personnalité. Il y a toutes sortes de stéréotypes qui existent et ces stéréotypes-là vont avoir des impacts très importants et sérieux sur leur vie. Donc, dans le milieu médical, il y a plusieurs préjugés grossophobes qui ont été documentés chez les professionnels de la santé. Donc, par exemple, que les personnes grosses manquent de volonté ou de discipline, qu'elles sont plus paresseuses, qu'elles sont non compliantes, donc c'est-à-dire qu'elles ne suivent pas les recommandations qu'on leur donne, qu'elles ont nécessairement des mauvaises habitudes de vie, donc elles sont moins investies dans leur santé. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir ces préjugés-là vont avoir un impact direct sur les services que ces personnes vont recevoir. Combien de personnes nous ont dit que
elles arrivent à peine chez le médecin et on n'écoute pas, ou ailleurs, et on n'écoute pas leurs problèmes parce qu'on leur dit tout simplement perdez du poids. Donc, c'est ça la solution, c'est la solution qu'on leur offre. C'est toujours perdez du poids, mangez mieux, alors qu'elles n'ont même pas dit comment elles mangeaient. Peut-être qu'il n'y a aucune amélioration à faire au niveau de leur alimentation, mais c'est des préjugés qui vont vraiment avoir un gros impact sur leurs soins médicaux. Et ici, un point aussi qu'on voulait soulever, c'est que dans une revue systématique qui relevait les biais et attitudes grossophobes chez les nutritionnistes et les spécialistes de l'activité physique, ils ont remarqué que ces biais étaient plus forts encore chez les professionnels qui avaient un IMC dans la catégorie normale, donc un IMC sous 24,9. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est pas pour que les professionnels minces se sentent coupables. En fait, on dit seulement ça pour peut-être éveiller la conscience qu'il est possible que le fait de ne pas avoir cette expérience de vivre dans un corps plus gros peut augmenter le nombre d'angles morts qu'on a et donc rendre encore plus important l'exploration de nos propres biais si on n'a pas cette expérience-là. Donc, notre rôle est important en tant que professionnel que l'on associe à la perte de poids ou à la gestion du poids. C'est vu souvent comme notre expertise. Donc, nous, notre rôle, c'est justement bien sûr de s'informer d'autant plus sur toute la science du poids, les choses dont je vous ai parlé, mais peut-être aussi de sensibiliser nos collègues et voilà, aller un peu plus loin. Donc, l'alternative, c'est une approche qui est plus inclusive à l'égard du poids. Et c'est ça. Donc, le thème de notre formation et l'approche qu'on préconise, c'est une approche qui va être beaucoup plus axée sur les changements de comportement de santé selon les objectifs de la clientèle. Bien sûr, si l'objectif initial et primaire, c'est la perte de poids, ça va être d'apprendre à discuter et à vraiment aller creuser avec la clientèle pour voir qu'est-ce qui motive cet objectif et quels sont les autres besoins en dessous. Donc, c'est une approche aussi qui reconnaît bien sûr les impacts de la grossophobie sur la clientèle, mais aussi sur les professionnels de la santé et sur la société en général. Et aussi qui, justement, reconnaît la santé et le poids comme multidimensionnel et va vraiment mettre l'accent sur l'importance des barrières systémiques et l'importance de les adresser. Donc, peut-être mettre un rôle un peu plus grand sur nos épaules de professionnels pour essayer d'adresser des barrières systémiques à notre niveau. Et bref, si on peut le faire de toutes sortes de façons, là, mais de vraiment d'ouvrir les yeux et les oreilles quant aux façons dont nous aussi, on pourrait améliorer les choses de façon un peu plus large pour notre clientèle, au-delà de la façon dont on interagit avec eux one-on-one. Oui, et ça a été validé par plusieurs études d'intervention. En fait, encore une fois, on ne peut pas aller en détail, mais sachez qu'il y a de plus en plus d'études d'intervention inclusives à l'égard du poids qui nous démontrent que oui, il est possible d'améliorer les habitudes de vie des personnes sans s'axer sur la perte de poids et d'avoir des beaux effets au niveau de valeurs biochimiques ou des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment passer à l'action? Donc, d'abord, bien sûr, l'idée, c'est de mettre le focus sur les habitudes, comme on disait, vraiment sur les comportements, parce que finalement, les comportements, c'est ça qu'on est capable de contrôler, c'est les comportements, plutôt que le poids. C'est une façon un peu de se demander sur quoi mettre l'accent, si on veut, c'est se demander qu'est-ce qu'on recommanderait à notre cliente si cette personne était dans un corps plus mince, sans dire qu'on doit donner le même traitement aux personnes grosses et aux personnes minces. On doit toujours s'adapter, bien sûr, à la personne, mais ça peut donner une piste si on se demande quoi faire autre que la perte de poids. On peut également se préparer aux discussions difficiles. Donc, une approche inclusive à l'égard du poids, c'est pas une approche qui met de côté toutes les discussions sur le poids. Donc, c'est d'être capable de se pratiquer à aborder le désir de perte de poids, savoir quoi répondre, aussi aborder les questions de la grossophobie en rencontre. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? D'abord, c'est de valider et de normaliser l'expérience de la clientèle. Donc, ici, on a un verbatim qu'on a mis pour vous. Donc, l'idée, c'est pas de dire à quelqu'un, non, il faut pas perdre de poids, la perte de poids, ça fonctionne. C'est pas ce qu'on vous propose,
c'est vraiment d'accueillir les besoins de la clientèle et puis de les valider. Donc, par exemple, je peux comprendre que vous souhaitiez perdre du poids parce que ça vous a été présenté comme la meilleure solution à vos problèmes de santé. Vous n'êtes pas seul à vous sentir préoccupé par ça. Donc, vraiment, laisser l'espace aux gens de s'exprimer. Demander la permission de proposer des nouvelles idées, de la nouvelle information pour les aider à faire un choix éclairé. Et explorer avec la clientèle les raisons pour lesquelles elle désire la perte de poids. Donc, qu'espérez-vous que la perte de poids vous apporte et comment est-ce qu'on peut répondre à ces désirs autrement que par la perte de poids? Est-ce que ce serait possible? Finalement, du point de vue personnel, c'est-à-dire vous-même comme individu, comme professionnel, on vous invite à différentes façons de faire de l'autoréflexion et de vous former. Donc, vous pouvez bien sûr approfondir vos connaissances sur la science du poids pour faciliter les discussions dont on vient de parler. Vous pouvez explorer vos propres biais et préjugés à l'égard du poids et les remettre en question. Donc, ça, c'est le travail d'une vie, mais c'est important, surtout si on travaille avec cette clientèle, de se poser des questions sur ses propres biais parce que tout le monde est biaisé. Ça fait partie de... comme on est humain, on est biaisé nécessairement. La grossophobie est partout. Donc, comment est-ce que la grossophobie existe en nous? Donc, il y a des différents formulaires ou tests qui existent. Par exemple, il y a le Implicit Association Test de Harvard que vous pouvez chercher sur Google, donc le IAT. Et il y a une version poids corporel où vous pouvez voir un petit peu où vous vous situez par rapport à vos préjugés implicites par rapport au poids. Ensuite, écouter les personnes qui ont l'expérience du vécu. Donc, il y a beaucoup de militants, militantes en France. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi au Québec. Il y en a partout qui vont vraiment parler de leur expérience à tous les niveaux, dans le domaine médical, mais ailleurs aussi. Donc, les écouter pour mieux comprendre leur réalité, si elle est très loin de vous, si vous la connaissez peu. S'exposer à la diversité corporelle et aux autres diversités, mais ça, c'est justement le travail sur soi. Au final, on est humain, on a notre vie personnelle après le travail. Donc, comment est-ce qu'on est exposé? Est-ce qu'on voit de la diversité? Est-ce qu'on sait nous-mêmes en nous que la diversité est normale ou pas? Puis de s'exposer, ça fait partie du travail. Examiner, il y a une petite erreur, mais examiner ces comportements qui sont peut-être problématiques et essayer de les corriger. Donc, on vous invite encore une fois à l'auto-observation, toujours avec autocompassion, parce que c'est un travail de remise en question. Donc, la remise en question, c'est jamais très confortable. Par contre, si on est capable de le faire avec autocompassion, on reconnaît qu'on est simplement une personne humaine qui réfléchit et qui a des émotions et qui mérite d'être traitée avec bienveillance, peu importe, ça aide à changer pour le mieux, je dirais, puis sans trop de souffrance. Bon, se former sur les approches. Là, ça, c'est les approches importantes dans l'approche inclusive. Donc, l'alimentation intuitive, health at every size. L'entretien motivationnel, ça, c'est une façon d'intervenir. Donc, c'est pas nécessairement un paradigme ou une approche, mais vous la connaissez sûrement en fait. Mais c'est très utile parce qu'il y a beaucoup de discussions dans ce type d'approche. Et considérer la supervision, ça peut aider beaucoup d'aller parler avec une personne plus expérimentée que nous qui est passée par là, puis lui parler de nos problèmes et des choses qui nous bloquent. Et finalement, encore une fois, s'offrir beaucoup d'autocompassion parce que c'est un cheminement, c'est tout un cheminement. Rapidement, la formation pratique inclusive, il faut que je vous en parle parce que là, ce dont je vous ai parlé, c'est infime par rapport à ce que nous, on aborde dans notre formation. Donc, l'idée, c'est d'aider les gens à rendre leur pratique inclusive à l'égard du poids. C'est pour tous les professionnels de la santé. C'est beaucoup de contenu, donc plus de 10 heures de contenu. On a des séances questions-réponses. On a aussi l'historique des questions-réponses. Donc, vous pouvez voir les questions que les gens ont eues dans notre formation dans le passé. Vous avez accès au contenu pendant 1 an et puis il y a aussi une communauté de pratique sur Facebook. Vous pouvez amener vos questions et tout ce que vous voulez. Puis ça, c'est le contenu. Donc, vous voyez finalement, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est comme un tout petit peu à peu près de chacun de nos modules. Là. Donc, on parle de
de nous-mêmes, l'introspection, la science du poids, la culture des régimes, les systèmes d'oppression, l'approche inclusive à l'égard du poids, donc avec toute la science et tout ça qu'on a jusqu'à maintenant. Puis ensuite, on parle vraiment de l'intervention, alimentation intuitive, approche anti-régime. Et après, c'est vraiment des applications concrètes de ce qu'on a enseigné auparavant. On offre aussi des webinaires que vous pouvez, si vous êtes intéressé, les webinaires sont séparés de la formation. Vous pouvez aller voir, on en a 3 pour l'instant, puis il y en a d'autres qui s'en viennent sur différents sujets, comme là, on a eu la nutrition sportive, toujours avec l'angle de l'approche inclusive à l'égard du poids, les compétences culturelles et le rôle des facteurs génétiques dans la régulation du poids, avec le chercheur d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Benoît Arsenault. Et là, on vous offre un 15% si vous êtes intéressé. Là. Vous avez une semaine avec le code MONSUIVI. Donc, on vous invite vous pouvez aller voir avec le code QR ici. Vous allez aller à notre site web si vous voulez. Puis là, vous allez pouvoir lire un peu plus sur ce qu'on propose et puis vous inscrire si vous voulez avec l'offre qu'on vous propose. Voilà. Alors, c'est moi qui suis en contrôle. OK, je crois que j'ai arrêté. Peut-être pas. Stop share. Voilà.